L'hôtel où personne ne repart jamais vivant. Les histoires de Flodive. La figure monstrueuse sortit du miroir et s'allongea sur le lit avec eux. Elle prit tour à tour place dans leur sommeil. Pendant que Angela rêvait qu'elle couchait avec son mari faisait exactement le même rêve. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils découvrirent que leur lit était trempé d'eau et couvert de sable. C'était comme si quelqu'un avait vidé un seau rempli d'eau et de sable sur leur matelas. Ils remarquèrent aussi que le miroir dégoulinait d'eau. Revenons alors au début. Comment tout a commencé? Angela et son mari dansaient sur leur chanson d'amour préférée lors de leur réception de mariage quand soudain le DJ coupa la musique. Frustrés, ils se retournèrent pour comprendre ce qui pouvait bien interrompre ce moment précieux. « Chef Meda est dans la salle !» annonça le DJ avec excitation. Angela et Roger, son mari, tombèrent immédiatement à genoux pour saluer le célèbre chef Meda, le PDG du groupe Meda. C'était un homme influent, un véritable pilier du monde des affaires. Il esquissa quelques pas de danse avec les jeunes mariés, puis leur remit une enveloppe bien épaisse. Tout le monde sortit son téléphone pour immortaliser ce moment exceptionnel. Roger, qui était employé dans l'une des entreprises de Meda, n'en revenait pas. Il avait déjà entendu dire que chef Meda choisissait parfois un employé au hasard pour l'honorer. Mais jamais il n'aurait imaginé être l'heureux élu. « Merci, monsieur. Merci infiniment », répétèrent Roger et Angela en le raccompagnant jusqu'à son convoi avant qu'il ne s'éloigne. La visite de chef Meda fit de leur mariage l'événement dont tout le monde parlait. Beaucoup commencèrent à rêver d'un tel honneur pour leur propre cérémonie. Angela et Roger ne purent attendre plus longtemps avant d'ouvrir l'enveloppe. Ils quittèrent précipitamment la salle de réception et coururent jusqu'à leur voiture. Lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, Angela poussa un cri si puissant que sa voix se brisa. À l'intérieur se trouvait une grosse somme d'argent en liquide, 2 bracelets en or massif, une clé de voiture flambant neuve et, pour couronner le tout, une clé donnant accès au salon présidentiel de l'hôtel 5 étoiles du groupe Meda, situé dans la capitale. L'enveloppe contenait également 2 billets d'avion en classe affaires pour la capitale, où se trouvait l'hôtel. Il venait de recevoir 1 mois de vacances, tout frais, payés dans l'un des hôtels les plus luxueux du pays. Angela, qui n'avait jamais quitté sa ville, n'arrivait pas à y croire. Roger reçut même un email de son supérieur lui annonçant officiellement son congé. « Tu es chanceux d'avoir été choisi par le chef. » Quelques jours plus tard, ils partirent pour leur lune de miel. À leur arrivée à l'hôtel, pendant que Angela, émerveillée, saluait tout le personnel et les passants, Roger ne cessait de prendre des photos et de filmer l'endroit. « Ils sont là, monsieur. » Un homme en costume noir et lunettes teintées, posté à l'entrée de l'hôtel, fit son rapport à chef Meda. « Tiens-moi informé en direct, et souviens-toi, ils ne doivent pas partir. » Chef s'adressait à son conseiller spirituel personnel, une entité qui n'était même pas humaine et qui pourtant s'habillait toujours en costume. « Cette chambre est magnifique !» s'exclama Angela, émerveillée. Roger sauta sur le lit et entraîna Angela avec lui. « Bénissons ce lit avec un petit tour de magie », dit-il avec un sourire malicieux. Angela, qui avait pourtant été mise en garde par sa sœur jumelle de prier avant toute intimité, oublia complètement le conseil. Ils firent l'amour jusqu'à ce que la nuit tombe et s'endormirent profondément. Plus tard, Angela se réveilla, affamée et pressée d'aller aux toilettes. Avant d'appeler le service de chambre pour leur repas, elle alluma la lumière et son cœur manqua un battement. Face à eux, un immense miroir trônait sur le mur, les observant en silence. Cette vision la terrifia. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait depuis le miroir. « Roger, Roger !» murmura-t-elle en tapotant son mari. « Ce miroir n'était pas là hier quand nous sommes arrivés. » Roger regarda à son tour et ressentit un frisson le parcourir. « Tu as raison. Je ne crois pas l'avoir remarqué non plus. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une idée. » Prit un des draps du lit et recouvrit complètement le miroir. « C'est mieux comme ça !» s'exclama Angela, soulagée. Après avoir dîné et profité de la soirée, ils s'endormirent paisiblement. À minuit, un gigantesque être informe, doté de cornes et d'une longue queue, sortit du miroir en rampant. Il se glissa immédiatement dans leur lit, écarta doucement leur corps et s'allongea entre eux, les enveloppant dans ses bras monstrueux. Roger et Angela croyaient faire l'amour l'un à l'autre, mais en réalité, c'était la créature qui s'unissait à eux. À leur réveil, leur chambre était méconnaissable.
Le lit était couvert de saleté et une odeur étrange flottait dans l'air. Ils ne comprenaient pas comment une telle chose avait pu arriver. Désorientés, ils appelèrent le service de ménage. Mais au lieu d'un simple employé, ce fut le spiritualiste de Chef Méda, vêtu de son éternel costume sombre, qui se présenta. « Je suis le responsable ici. » Roger, troublé, lui montra leur lit. « Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi notre chambre est-elle dans cet état ?» L'homme les regarda avec sévérité, puis haussa les épaules avant de changer brusquement de ton. « Combien de verres de vin avez-vous pris hier soir ?» demanda-t-il, accusateur. Roger fronça les sourcils. « Seulement 2, et ma femme en a pris un. Nous ne sommes pas de gros buveurs. Sachez que c'était un vin étranger, qui enivre très vite. Vous avez probablement trop bu et ramené cette saleté vous-même dans votre chambre. » Soudain, il haussa la voix, comme s'il les réprimandait. Déstabilisés, Roger et Angela s'excusèrent spontanément, convaincus qu'ils avaient peut-être perdu le contrôle après leur dîner. Le spiritualiste prit alors le drap du lit et quitta la chambre. Mais il ne le porta pas à la blanchisserie. Non. Il l'apporta directement à Chef Méda. Le premier rituel a été un succès, monsieur. Un sourire satisfait illumina le visage du chef. Continue de les surveiller. Il reste encore 2 étapes avant qu'ils ne deviennent entièrement nôtres. Roger et Angela descendirent à la réception pour prendre leur petit déjeuner. Ils voulaient laisser le temps au personnel de nettoyer leur chambre. Dans l'ascenseur, ils croisèrent un couple étrangement gros, pas juste en surpoids, mais comme gonflé, presque difforme. La femme gloussait sans raison et l'homme souriait béatement. Angela resta bouche bée en les observant jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête. « Tu sais, les riches, peut-être qu'ils ont tellement mangé qu'ils ont oublié leur santé, » plaisanta Roger. La deuxième nuit, comme la veille, la créature rampa hors du miroir et se glissa dans leur lit. Cette fois-ci, lorsqu'ils se réveillèrent, il n'y avait ni saleté ni eau. Mais Angela commença à remarquer un détail troublant. Il prenait du poids anormalement vite. Au début, elle en fut ravie, car elle avait toujours rêvé de s'épaissir un peu. Mais une semaine plus tard, ils étaient devenus énormes. Aucun de leurs vêtements ne leur allait plus. Ils durent se rendre à la boutique de l'hôtel pour acheter de nouvelles tenues. Là, ils remarquèrent quelque chose d'encore plus étrange. Tous les jeunes couples autour d'eux étaient anormalement gros. « Est-ce moi ou tout le monde ici est étrangement obèse ?» murmura Angela, l'air inquiet. « Tu n'as jamais assisté à une soirée mondaine ?» rit Roger. « Certains dépensent leur argent en nourriture, d'autres en investissement. Mais chaque matin, leur poids augmentait de façon inexplicable. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque nuit, quelque chose dormait avec eux. Chaque matin, Roger et Angela se réveillaient plus lourds, comme si leur propre corps leur devenait étranger. Un mal étrange les rongeait, mais ils ne pouvaient ni l'expliquer ni l'arrêter. La prochaine étape du rituel était imminente. Ils devaient être entraînés à l'intérieur du miroir avec la créature. Une fois passés de l'autre côté, ils ne seraient plus jamais eux-mêmes. Ce soir-là, en descendant dîner, Roger et Angela remarquèrent un couple qui marchait comme des robots, suivant les ordres d'un homme en costume. « Tu as vu ça ?» murmura Angela, horrifiée. C'était la première fois qu'ils prenaient vraiment le temps d'observer les autres clients de l'hôtel. Aucun d'eux n'avait l'air normal. Ils étaient tous étrangement gros, pâles, absents, comme s'ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Un frisson parcourut Roger. « Nous devons partir d'ici. » Le lendemain, ils décidèrent de quitter l'hôtel. « Nous avons déjà passé plusieurs semaines ici. Partons et reprenons le contrôle de notre vie. » Mais ils étaient devenus si massifs qu'ils peinaient à se déplacer. C'était comme si leur ventre renfermait des pierres. Dans un dernier effort, ils réussirent à atteindre la porte de l'hôtel. Un coup violent, tout devint noir. Lorsqu'ils reprirent conscience, ils étaient de retour dans leur chambre, allongés sur le lit. Le moment était venu. Cette nuit-là, le rituel final devait s'accomplir. La créature les emporterait à jamais dans le miroir. Mais un événement inattendu se produisit. Angela se réveilla au moment où la créature rampait hors du miroir. Trop faible pour bouger, trop épuisée pour crier, elle murmura le seul nom qui lui vint à l'esprit. « Angelica, prie pour moi. Je meurs. » À des kilomètres de là, Angelica, sa sœur jumelle, était en train d'allaiter son bébé. Soudain, une douleur inexplicable la saisit, comme si elle ressentait l'agonie de Angela. Sans réfléchir, elle prit son téléphone et appela sa sœur. Mais aucune réponse. La panique s'empara d'elle. Elle contacta toute la famille, expliquant que Angela et Roger étaient en danger.
Ensemble, ils commencèrent à prier. Dans la chambre de l'hôtel, Angela était retombée dans l'inconscience. Mais quelque chose se produisit dans son esprit. Elle luttait. Elle voyait une silhouette obscure essayer de l'attirer vers le miroir. Soudain, Roger aussi se mit à se débattre, comme dans un cauchemar éveillé. Pendant des heures, ils luttèrent contre une force invisible. Puis, ils se réveillèrent en sursaut. La créature était toujours là, tentant de les atteindre, mais elle semblait paralysée à distance. D'un mouvement instinctif, ils rampèrent jusqu'à la salle de bain et verrouillèrent la porte derrière eux. Un chuchotement se fit entendre. « Priez !» Ce fut le déclic. Depuis leur arrivée à l'hôtel, ils n'avaient jamais prié. Ils commencèrent à invoquer Dieu avec ferveur. De l'autre côté de la porte, la créature grattait avec rage, tentant d'entrer. Alors qu'ils priaient, quelque chose d'horrible se produisit. De l'eau, du sable et des asticots commencèrent à couler de leur peau. Ils hurlaient, horrifiés, mais plus ils priaient, plus leur corps expulsait ces immondices. Puis, le silence. Ils avaient retrouvé leur taille normale. Le sol de la salle de bain était rempli d'une matière immonde, preuve du mal qui les avait possédés. « On ne peut pas appeler qui que ce soit pour nettoyer ça. Nous devons le faire nous-mêmes », souffla Angela, encore tremblante. Ils passèrent la nuit à nettoyer, incapables de dormir, terrifiés à l'idée de quitter la salle de bain. Le matin suivant, lorsqu'ils osèrent enfin sortir, le miroir avait disparu. Ils se regardèrent. Ils avaient échappé de justesse à l'irréversible. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Roger prit son téléphone pour appeler son frère. Aucune connexion. C'était comme s'ils avaient été coupés du monde. Pendant ce temps, Angelica continuait à essayer d'appeler Angela. Finalement, la ligne passa. « Angie ? Enfin, tu vas bien ?» Mais à sa grande surprise, sa sœur répondit froidement. « Je t'avais dit de ne pas m'appeler. Je voulais juste être sûre que tu allais bien, » murmura Angelica. Puis elle raccrocha. Angelica fut soulagée d'entendre la voix de sa sœur jumelle au téléphone. Mais ce n'était pas Angela. C'était l'œuvre de Chef Meda. Lui et ses complices manipulaient tout, allant même jusqu'à poster de magnifiques photos de lune de miel sur les réseaux sociaux de Angela et Roger. Pendant que tout le monde tapait dans leur bénédiction, les jeunes mariés luttaient pour leur vie. Lorsque Angela et Roger réalisèrent qu'ils ne pouvaient joindre personne, Angela se remit à prier avec ferveur et appelle sa sœur jumelle par télépathie. « Tu crois vraiment qu'elle t'entend ?» demanda Roger, frustré. « J'en suis sûr. » Cette nuit-là, Angelica rêva encore de sa sœur en détresse. Au réveil, elle ne pouvait plus ignorer son intuition. Elle appela immédiatement Jean, le frère cadet de Roger. « Jean, je ressens quelque chose de mauvais. Ma sœur et ton frère sont en danger. Il faut aller à leur hôtel. » « D'accord. Je vais y aller avec Bob, le plus jeune de notre famille. » Lorsque Jean et Bob arrivèrent à l'hôtel, la nuit était déjà tombée. Ils se dirigèrent vers la réception. « Nous cherchons un couple qui passe sa lune de miel ici, » annonça Jean. Le réceptionniste écarquilla les yeux, visiblement surprise. Puis il se reprit aussitôt et demanda « Leur nom, s'il vous plaît ?» Jean les lui donna. Mais au lieu de répondre, le réceptionniste contacta discrètement un homme en costume. Celui-ci arriva rapidement. « Le couple que vous cherchez a quitté l'hôtel hier, » dit-il d'un ton ferme avant de tourner les talons. Jean sentit une alerte intérieure. « Attendez !» s'exclama-t-il en courant après l'homme. « Nous avons parlé à mon frère avant de venir et il nous a dit qu'ils étaient toujours ici. C'était un mensonge, mais il voulait tester la réaction de l'homme. » L'homme en costume s'arrêta, se retourna lentement et déclara « Alors, appelez-les maintenant et demandez-leur où ils sont. » Jean, qui essayait de joindre Roger depuis son arrivée, tenta une dernière fois. Cette fois, ça sonna. Un immense sourire illumina son visage. « Allô, Roger ?» demanda-t-il avec soulagement. « Vous êtes toujours à l'hôtel ?» Une voix familière répondit « Non, nous sommes partis hier. » Jean expira, rassuré. Mais à ce moment précis, Angelica l'appela. Il décrocha. « As-tu vu Angela ?» demanda-t-elle, anxieuse. « Non, mais j'ai parlé à mon frère et il m'a confirmé qu'ils avaient quitté l'hôtel. » Un long silence. Puis la voix d'Angelica se fit tremblante et grave. « Jean, ce n'est pas lui. »« Quoi ?»« Je le sens. » Sa voix se brisa. « Mon lien avec ma sœur est spécial. Quand elle souffre, je le ressens. Si vous n'avez pas vu et parlé à Angela et Roger en personne, alors vous parlez à des imposteurs. » Jean sentit un frisson glacial le parcourir. Il fit demi-tour immédiatement. « Nous voulons une preuve concrète qu'ils ont quitté l'hôtel, » déclara-t-il fermement à l'homme en costume. Celui-ci ne broncha pas. « Venez avec moi. » Il les conduisit au registre des départs et leur montra une signature sous le nom de Roger. Puis, il diffusa une vidéo des caméras de surveillance. On y voyait Roger et Angela souriant,
traînant leurs valises hors de l'hôtel. Tout semblait réel. Jean et Bob n'avaient plus de raison de douter. « Si quelque chose leur est arrivé, ça ne s'est pas passé ici », murmura Jean, troublé. Lorsqu'ils quittèrent enfin l'hôtel, il était près de minuit. Ils marchaient vers la sortie pour prendre un taxi quand un couple obèse passa près d'eux. L'homme souffla d'une voix à peine audible. « Aidez-nous, s'il vous plaît. » Jean s'arrêta net, prêt à lui poser une question. Mais alors, il vit deux hommes massifs marcher derrière le couple, surveillant leurs moindres faits et gestes. Son sang se glaça. D'un coup, il fit volte-face et changea de direction, entraînant Bob avec lui. « Tu as entendu » chuchota Jean, le cœur battant. « Oui » répondit Bob en tremblant. « Mais la bouche de l'homme n'a même pas bougé puisque je regardais son visage » ajouta Bob. Ils échangèrent un regard. L'horreur s'empara d'eux. Quelque chose d'innommable se déroulait dans cet hôtel. Jean et Bob se figèrent, l'esprit en alerte. Devant eux, le couple obèse qui les avait suppliés entrait dans une immense salle de réception. Mais ce qui les étonnait plus, ce sont les hommes qui s'y engouffrent également. Des politiciens influents, des hommes d'affaires puissants. Tous semblaient faire partie d'un cercle secret. Et surtout, ils n'étaient pas seuls. Des hommes et des femmes gonflés à l'extrême, comme s'ils étaient remplis d'eau ou de chair en trop, avançaient lentement, tels des moutons menés à l'abattoir. « Roger et Angela sont peut-être toujours là-dedans », souffla Bob. « Ils ne sont jamais partis. » Mais s'approcher était un défi de taille. La porte était lourdement gardée. Tapis derrière un immense pot de fleurs pas loin de la porte, Jean et Bob réfléchissaient à un plan. Quand soudain, une main se posa sur l'épaule de Jean. Il sursauta si violemment qu'il en perdit le contrôle de sa vessie. Derrière lui, un homme vêtu de la même tenue que les grands hommes qui entraient dans la salle. « Pitié, laissez-nous partir !» implora Jean paniqué. « On ne dira rien, on vous le jure !» Mais l'homme éclata de rire. « Vous croyez que je suis ici pour leur rituel démoniaque ?» Jean et Bob se turent, surpris. L'homme baisse la voix et ajouta. « Je suis là pour exposer leur horreur, pour retrouver ma petite sœur. » Les deux frères échangèrent un regard abasourdi. « J'ai vu comment vous posiez des questions à la réception. Vous pensez que c'est un simple hôtel ? Personne ne quitte cet endroit vivant. » Le cœur de Jean faillit s'arrêter. « Même vous, vous êtes déjà en danger. » Il jeta un regard aux gardes postés devant la porte et murmura. « Le gardien a reçu l'ordre de ne laisser personne partir vivant. Si vous aviez tenté de quitter l'hôtel plus tôt, vous seriez déjà mort et personne n'entendra plus jamais parler de vous deux. » Bob déglutit, paralysé. Puis l'homme sortit un téléphone de sa poche, lança une vidéo live après avoir ajusté sa caméra placée dans son habit. « Je n'ai personne pour m'aider dans cette mission. Mais Dieu a mis deux hommes courageux sur mon chemin. » Il leur tendit l'appareil. « Prenez ceci, cachez-vous bien, et si je ne ressors pas, vous devez survivre pour montrer au monde ce qui se passe ici. » Sans attendre de réponse, il se fondit dans l'ombre et entra dans la salle. Jean et Bob restèrent pétrifiés, tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Bob commença par pleurer, toute paniquée, mais Jean lui couvrit la bouche et lui dit « Sois un homme ne nous fait pas mourir ici comme les autres. Restons concentrés et voyons voir si nous allons retrouver notre frère et sa femme dans le téléphone de ce monsieur. » Sur l'écran, la salle immense se dévoila à travers la caméra cachée de l'homme infiltré. Il saluait les invités, échangeant des poignées de main. Puis, il s'assit à une table et fit un mouvement subtil de la tête. Tout l'intérieur de la salle fut capturé. Et ce que Jean et Bob virent les glaça jusqu'aux os. Les hommes et femmes gonflés avançaient un par un vers un immense bol blanc posé au sol. Puis, ils ouvraient grand la bouche. De l'eau, du sable et une étrange matière visqueuse s'écoulaient hors de leur corps jusqu'à ce qu'ils s'assèchent complètement. Puis, ils s'effondraient. Mort. Bob plaqua une main sur sa bouche pour ne pas crier. Sur l'écran, l'homme infiltré retint un haut-le-cœur et toussa plusieurs minutes. Puis, quelque chose d'encore plus terrifiant arriva. Les vieillards puissants dans la salle commencèrent à se déshabiller. Lentement, ils se mirent en ligne devant le grand bol blanc. Et l'un après l'autre, ils plongèrent dedans. Le changement fut immédiat. Leurs corps se raffermirent. Leurs rides s'effacèrent. Ils rajeunissaient. Les autres se mirent à applaudir. Ils volaient la jeunesse de ces hommes et femmes pour rester jeunes à jamais. Jean et Bob étaient au bord de l'évanouissement. L'homme infiltré avait garé sa voiture sur la route juste à l'entrée de l'hôtel. Il espérait transférer la vidéo sur son ordinateur qui est resté dans la voiture. Mais voyant Jean et Bob, il décida de leur remettre un de ses téléphones. Il voulait faire un live sur les réseaux sociaux, mais il craignait que les réseaux bloquent sa vidéo pour contenu non approprié.
Il sort et envoie un message sur son autre téléphone que tenaient Jean et son frère. Le message dit « Je crois qu'ils ont découvert que je ne suis pas des leurs, parce que je ne suis ni vieux, ni faible, ni malade comme eux. Tous les hommes ici sont à l'aube de la mort, mais ils se régénèrent grâce aux jeunes qu'ils kidnappent. Je vais essayer de sortir, mais si je ne reviens pas, vous devez fuir et révéler au monde la vérité. La mort de ma sœur ne doit pas être vaine. Elle a disparu dans cet hôtel il y a 3 années. J'ai passé ces 3 années à chercher la vérité. Maintenant, c'est à vous de les exposer. Envoyez cette vidéo aux bonnes personnes avant qu'ils ne vous attrapent. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. » Soudain, l'écran de la caméra devint noir. L'homme avait été capturé. « Il est pris! Il est pris !» balbutia Bob, la panique au ventre. Leur respiration s'accéléra. Sans réfléchir, ils s'élancèrent à travers les hautes fleurs du jardin, pleurant de peur et de désespoir. « Envoyons la vidéo à Angelica !» s'écria Bob. Ils se cachèrent derrière un buisson dense et tapèrent un message détaillé à Angelica, expliquant tout ce qui se passait. Une fois la vidéo envoyée, ils éteignirent leur téléphone et s'effondrèrent au sol, le souffle court. « On a peut-être plus de chances de fuir maintenant que dans la journée » souffla Bob en larmes. « Je ne veux pas mourir ici. » Jean serra les dents. « Alors on part. » Ils se relevèrent et coururent vers une zone sombre du grand domaine hôtelier. Là-bas, ils espéraient trouver un moyen d'escalader la haute clôture. Mais alors qu'ils cherchaient désespérément une issue, un cri déchira la nuit. Des voix suppliaient à l'aide, et elles se rapprochaient rapidement de la sortie. Instinctivement, Jean et Bob se plaquèrent au sol, retenant leur souffle. Les silhouettes couraient droit vers eux. Puis, Jean reconnut une voix. « Roger ?» Bob redressa la tête. « Roger, Angela !» Les fugitifs s'arrêtèrent net, mais ce cri fut une erreur fatale. Dans la seconde, les hommes qui les poursuivaient levèrent la tête. Ils les avaient repérés. Un ordre claqua dans l'air. En une fraction de seconde, Jean et Bob furent tous les deux capturés, pleurant comme des enfants après avoir vu ce qui était infligé aux gens dans cet hôtel. Roger, lui aussi terrifié pour sa vie et celle de sa femme, suppliait qu'on les libère. Ils furent tous emmenés dans un immense sous-sol et enfermés chacun dans une cage. Apparemment, les vieillards qui rajeunissaient venaient dans ce sous-sol pour assister à un spectacle. Ce spectacle opposait leur créature informe à leur captif. La créature, qui pouvait accéder à toutes les chambres de l'hôtel à travers un mystérieux passage, un miroir, vivait dans ce sous-sol. Elle pouvait prendre n'importe quelle forme, celle d'un homme ou d'une femme. L'homme en costume, celui qui jouait le rôle du directeur de l'hôtel, n'était en réalité qu'une des formes que la créature pouvait prendre. Roger et Angela commencèrent par crier. Leurs cris déchirants résonnèrent dans toute la pièce. Aussitôt, la créature se précipita pour déchiqueter Angela, irritée par son cri trop puissant. Mais au moment où elle s'approcha, elle ne put pas la toucher. C'était comme si Angela était une fournaise ardente. Plus la créature tentait de s'approcher, plus elle poussait des hurlements de douleur. Le monstre recula, brûlé par une force invisible. Les vieillards se levèrent, paniqués. « Pourquoi ne peut-elle pas l'attaquer » siffla l'un d'eux. Le monstre essaya encore, mais chaque tentative lui arrachait des hurlements. De l'autre côté, après avoir reçu la vidéo, Angelica se rendit dans un orphelinat où elle et sa sœur avaient l'habitude de se rendre chaque mois. Là-bas, elle raconta aux enfants ce qui était en train de se passer. Alors que ses proches étaient en danger, les orphelins, au lieu de profiter de leur sommeil du matin, s'agenouillèrent et commencèrent à prier avec ferveur pour eux. Leurs larmes et leurs supplications touchèrent le ciel, qui intervint pour défendre ceux qui avaient toujours pris soin d'eux. Ainsi, lorsque la créature se rua sur Angela pour la déchiqueter, des prières s'élevèrent de toutes parts pour la protéger. Pendant ce temps, au lever du jour, Angelica lança une accusation explosive contre l'hôtel Meda. Elle posta une vidéo qu'elle a reçue et appela toute la capitale à marcher jusqu'à l'hôtel Meda pour manifester, persuadée que de nombreuses personnes disparues pourraient être prisonnières à l'intérieur. Elle savait que prévenir la police prendrait du temps et que, puisque des hommes puissants étaient impliqués, l'affaire risquait d'être étouffée. Alors, elle loua un bus et appela tous ceux qui le souhaitaient à l'accompagner pour ramener sa sœur et son mari. Des jeunes en colère se joignirent à elle et ensemble, ils partirent vers la ville. À leur arrivée, des milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées devant l'hôtel, scandant « Libérez les clients de l'hôtel! Libérez les clients de l'hôtel !» À l'intérieur, la créature, désormais affaiblie, n'était plus capable de blesser qui que ce soit.
Les vieillards, paniqués, commencèrent à partir un à un sous les yeux de la foule. L'homme qui s'était infiltré dans l'hôtel gisait inconscient à côté de Jean, violemment battu. Mais même dans cet état, il ne cessait de murmurer « Avez-vous la vidéo ?» Les riches responsables de l'hôtel avaient engagé des forces de sécurité, prêtes à ouvrir le feu sur quiconque tenterait d'entrer. Après des heures de tension, Angelica sentit qu'elle était en train de perdre sa sœur. Ne pouvant plus attendre, elle galvanisa la foule et cria « N'attendons pas ici, entrons et fouillons tout !» Son appel enflamma la masse. Ils chargèrent tous en même temps. Les gardes tirèrent sur quelques manifestants, mais ils furent vite submergés par la foule enragée. Les manifestants envahirent l'hôtel et commencèrent à fouiller chaque recoin à la recherche de survivants. Au départ, ils ne trouvèrent que quelques clients gonflés comme des ballons, à moitié inconscients. Ils allaient abandonner jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une porte cachée. Un passage vers le sous-sol. Lorsqu'ils l'ouvrirent et descendirent, l'horreur se révéla. Des dizaines de personnes squelettiques ou horriblement gonflées à l'agonie gisaient dans l'obscurité. Tous étaient des victimes du rituel, enfermés là pour être consommés par les vieillards. Les survivants furent immédiatement évacués vers les hôpitaux. Furieuse, la foule mit le feu à l'hôtel, réduisant en cendres l'antre du mal. L'affaire explosa sur les réseaux et dans les médias. Le groupe Meda, autrefois puissant, vit tous ses établissements boycottés. Pris de panique, chef Meda fit une déclaration publique. « Je suis sous le choc. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans mon hôtel. » Mais personne ne le crut. Pendant ce temps, Angela et Roger témoignèrent dans plusieurs interviews, racontant l'horreur qu'ils avaient vécue et exhortant les gens à être prudents et à prier avant de séjourner dans un hôtel. L'homme infiltré survécut, mais perdit la vue. « C'est peut-être une bénédiction, disait-il. Je préfère ne plus voir, plutôt que de revoir tant d'horreurs. » Et enfin, quand une offre semble trop belle pour être vraie, méfiez-vous. Et surtout, vous savez quoi? La prière fonctionne toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.